c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rétro Passion Automobile pour parler de la Ciata Spring. Un petit goût de nostalgie anglaise à l'italienne. Lorsqu'elle est fondée par Giorgio Ambrosini en 1926, la société Italiana Applicazioni Trasformazioni Automobiliche, excusez-moi, c'est pas si facile que ça à prononcer, sera très vite rebaptisée Ciata, plus simple et plus rapide à prononcer, et est active dans le secteur automobile. Elle n'a toutefois aucune vocation à concevoir et à produire elle-même ses propres modèles. Tout du moins à l'époque, son activité consistant en effet dans la fabrication d'accessoires pour l'automobile. Des accessoires qui sortent alors des ateliers de Ciata sont avant tout destinés à être montés sur les modèles de la marque Fiat. Nous sommes en Italie. La fabrication de l'officine ne se limite toutefois pas aux pièces d'accastillage, mais en plus de cela, celle-ci propose aussi des pièces mécaniques destinées à augmenter la puissance et donc la vitesse de pointe des petites Fiat. Celles-ci démontrant d'ailleurs rapidement leur efficacité, allant même jusqu'à permettre de doubler la puissance des mécaniques turinoises. En 1933, une Fiat Balilla, qui à sa sortie d'usine ne développait que 22 modestes chevaux, voit celle-ci passer à 48. L'entrée en guerre de l'Italie fasciste aux côtés de l'Allemagne hitlérienne en juin 40 va alors contraindre Ciata à se reconvertir dans la production de matériel militaire, ce qui lui vaudra, comme beaucoup d'autres, de finir par faire partie des cibles visées par les bombardements de l'aviation des forces alliées, ce qui entraînera sa destruction partielle en 1943. Au sortir du conflit, une fois les ateliers reconstruits et même transformés en une nouvelle usine moderne, Renato Ambrosini, qui a succédé à son père à la tête de l'entreprise, change la raison sociale de celle-ci, qui est alors rebaptisée Società Italiana Auto Trasformazioni Accessori. Profitons de la réputation acquise grâce à ces transformations mécaniques, en plus de reprendre ses activités d'origine, la société va rapidement étendre ses activités. Ciata ne va alors plus se contenter d'être un simple préparateur ou un fabricant d'accessoires, mais devenir un constructeur automobile à part entière. Tout en continuant à utiliser les châssis et les moteurs produits dans les usines Fiat, qui ont pour avantage non seulement d'être robustes et produits en grande quantité, mais aussi de pouvoir être facilement modifiés sans que cela nuise à leur fiabilité. Étant donné ces activités d'origine, il n'est donc guère étonnant que les premiers modèles à porter le nom de Ciata soient des petites sportives populaires. Toutes populaires qu'elles soient, elles n'en offrent pas moins souvent une ligne aussi réussie qu'agressive, certaines comme la Dyna, rappelant les premières Maserati ou Ferrari. Cette dernière sera d'ailleurs produite durant 8 ans, de 50 à 58. Parmi les autres modèles réalisés par Ciata à l'époque figure aussi l'Amica, un charmant petit cabriolet construit de 48 à 52, et sous le capot duquel se trouve le moteur de la Fiat Topolino, dont les lignes ne sont pas sans évoquer celle de la célèbre 6 Italia 202. Si sur le plan commercial, la production des petites Ciata n'atteindra jamais le niveau de celui des autres petites sportives et autres coupés cabriolets populaires produits par les grands constructeurs que sont Alfa, Fiat ou Lancia, il est vrai aussi que les moyens de fabrication de la petite officine turinoise sont sans commune mesure avec ceux des grands noms de l'industrie italienne. Ce qui n'empêche toutefois pas la plupart des produits, des véhicules, des modèles produits par Ciata de connaître assez facilement le succès, non seulement sur le marché italien, mais parfois aussi à l'étranger. À l'image d'autres réalisations italiennes du même genre, pour sa nouvelle réalisation, Ciata va décider de jouer à fond la carte du côté décalé et de l'image de la voiture de manège ou du jouet sur 4 roues pour adultes, en créant un engin à la ligne fortement atypique, à l'opposé complet de la plupart des cabriolets populaires de l'époque. Afin de mieux sortir du rang et de permettre à leur nouveau modèle de mieux pouvoir se distinguer de ses rivales, Ciata va en effet jouer la carte du néo-rétro. Avec une silhouette qui semble avoir été fortement inspirée par les roadsters britanniques d'avant-guerre, avec son capot étroit en forme de V, ses portières échancrées, ses roues à rayons, ses ailes, ses phares et ses feux arrière rapportés, ainsi que son imposante calandre chromée verticale. Celle-ci étant toutefois dans le cas de la Ciata purement factice, n'ayant qu'un rôle purement décoratif. Ce qui est assez normal étant donné que le petit cabriolet reprend la motorisation ainsi que la plupart des organes mécaniques de la Fiat 850. La mécanique et l'architecture mécanique, c'est-à-dire avec un moteur placé en porte-à-faux à l'arrière. Un style qui était fort courant avant la guerre, mais qui dans les années 60 apparaissait désormais fortement décalé et qui conférait donc toute sa personnalité à la Ciata. Si le style de la nouvelle Ciata Spring affiche clairement son inspiration venue d'outre-Manche,
sa création doit aussi beaucoup à l'influence d'André Chardonnay, qui à cette époque, outre les modèles de la marque Lancia, assure aussi l'importation dans l'Hexagone d'autres voitures made in Italia comme Auto Bianchi. Lors d'une rencontre avec Renato Ambrosini, qui cherchait alors à accroître l'activité de son entreprise avec la création d'un modèle susceptible de séduire un plus large public que ses précédentes créations, le célèbre importateur français lui expliqua qu'un petit cabriolet dont le style évoquerait celui des sportifs populaires des années 30 aurait toutes les chances de séduire une clientèle plutôt fortunée, mais surtout soucieuse de se distinguer du reste des automobilistes à la recherche d'un véhicule original qui lui permettrait d'afficher sa singularité. Un modèle qui reprendrait la base mécanique d'un modèle de grande diffusion, qui permettrait ainsi d'offrir une grande simplicité ainsi que une économie d'utilisation et d'entretien. Si la plupart des observateurs de la presse automobile ne se sont sans doute jamais vraiment interrogés à savoir la raison pour laquelle le petit constructeur italien avait baptisé son nouveau roadster de l'appellation Spring, il semble que, comme le modèle, se réclamant d'être une inspiration des petits roadsters britanniques produits dans les années 30 et le début des années 50, Ciata l'a baptisé ainsi en référence au surnom Spring Car, ce qui signifie littéralement voiture de printemps dans la langue de Shakespeare, un qualificatif qui convient, il est vrai, assez bien à cette charmante décapotable au look néo-rétro. Dans le magazine L'Automobile de juin 67, le journaliste qui essayait le véhicule en tirait un bilan quelque peu contrasté, notamment en ce qui concerne l'ergonomie ainsi que la finition. Et je le cite, « On ne trouve en effet ni vide-poche au tableau de bord, ni cendrier, ni pare-soleil, et pas le moindre éclairage intérieur. Dans les choses présentes mais discutables, nous retiendrons des portes réalisées avec des lanières trop fragiles pour ne pas se rompre rapidement, la surface de balayage des essuie-glaces d'une rare avarice sur la partie droite du pare-brise, l'appui des balais semble aussi très précaire. Mais c'est encore à la capote que nous décernerons la palme de la médiocrité. Tout cela nous semble avoir été abordé et résolu de façon assez désinvolte. Au-delà des 100 km/h, les bruits d'air surpassent en qualité et en quantité toutes les autres manifestations sonores de la voiture. Par forte pluie, on a plus l'impression d'être sous un abri de fortune que sous une capote d'automobile. » Outre son look décalé, un autre atout important de la Spring est son tarif très concurrentiel. Sur le marché français, elle est en effet proposée en 1969 au prix de 9 568 francs, soit à peine plus qu'une Simca 1000 spéciale, qui vaut 9 500 €. Pour rester dans le domaine des engins à la ligne singulière, une Matra 530, de son côté, coûte pas moins de 18 000 francs, donc quasiment le double. Outre son pays natal, le charmant petit roadster italien connaîtra aussi un certain succès dans le sud de la France, où elle sera avantagée aussi bien par la proximité géographique de l'Italie que par la similitude du climat. Si le succès de la Ciata Spring auprès du public fut aussi intense qu'immédiat et répondit pleinement aux espérances de son constructeur, celui-ci a toutefois sans doute dû surestimer ses capacités de production. Et dès les premiers mois de production, justement, il rencontra très vite des difficultés pour satisfaire la demande. La petite officine turinoise, ayant toujours été un constructeur aux dimensions et méthodes de production assez artisanales, elle ne fut jamais en mesure, malgré ses efforts, de dépasser une production de 13 exemplaires par jour. Les agents du réseau de vente, tant en Italie qu'à l'étranger, devant bientôt faire face à l'impatience et ensuite aux récriminations des clients, dont la patience finit assez rapidement par montrer ses limites. D'autant que c'est souvent le cas pour ce genre de véhicules qui créent et qui entendent surfer sur une mode, la clientèle se montre souvent versatile, exigeante et impatiente. Et lorsque cette dernière n'obtient pas ce qu'elle veut, elle n'hésite guère alors longtemps et n'a gardé état d'âme pour non plus aller voir ailleurs. Environ 3500 exemplaires de la Spring sortirent néanmoins des ateliers de la Ciata à Turin, avant que les difficultés de plus en plus grandes rencontrées par l'artisan constructeur n'obligent finalement celui-ci à en interrompre la production en 70. Au lancement, les concessionnaires sont assez dubitatifs face à cet engin. Et, pour résultat, ils décident alors de vendre la voiture en bradant les prix et en offrant de fortes remises afin de convaincre les acheteurs potentiels de les aider à écouler leur stock. En parallèle, la Ciata a du mal à monter en capacité de production et peine à atteindre une quantité fabriquée suffisante pour proposer des délais de livraison raisonnables. Avec ce genre de problème, en amont comme en aval,
la marque se retrouve vite face à une équation compliquée et qui devient même vite impossible à résoudre pour un constructeur dont la taille comme l'assise financière sont très loin de celle de Fiat. À la fin de l'année 70, Ciata se voit obligé de déposer son bilan. Si la Spring sera le modèle le plus vendu de toute l'histoire du petit constructeur transalpin, malheureusement pour lui, il sera aussi le dernier. Il semble d'ailleurs que, aussi grand que fut son succès, celui-ci ne fut pour autant jamais suffisant pour lui permettre de rentabiliser les investissements consacrés à sa mise en chantier. Un prix de vente souvent en dessous de ce que coûtait la production de chaque exemplaire, ainsi que des capacités de production en deçà de ce qu'il aura fallu pour que la Spring soit rentable pour un constructeur, furent fatales à Ciata. La société cessant toute activité et fermant définitivement ses portes en 1974. Les droits de production ainsi que l'outillage sont alors achetés par la famille Rivolta, qui est connue pour avoir créé la célèbre Isetta, produite sous licence en Allemagne par BMW, et en France par Velam, ainsi que les ISO, de gros coupés à moteur V8 Chevrolet puis Ford. Elle fonde alors une nouvelle société, baptisée Orsa, dans l'intention de poursuivre la fabrication de la Ciata. Si elle est toujours produite en Italie, la production étant toutefois transférée de Turin à Cagliari en Sardaigne, le moteur qui l'équipe est désormais espagnol. ISO ayant en effet conclu un accord avec la firme Seat pour la fourniture de la mécanique de la Seat 850. Ce changement de motorisation, tout comme de constructeur, lui valant aussi un changement de patronyme, la voiture se voyant à présent renommée Seat Orsa 850 ER Spring Special. Ce nouveau projet ne fera toutefois pas long feu car une poignée d'exemplaires seulement seront produits jusqu'en 75 et 76, avant que cette tentative de résurrection de la Spring ne finisse rapidement par avorter. Merci à Juan Moreno pour ce superbe texte que vous pouvez retrouver comme d'habitude dans sa version intégrale complétée de superbes photos sur Rétro Passion Automobile.